Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape du Tour de la Communauté de Valence. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de ce contre-la-montre, ce qui n'était pas habituel sur cette course. Eh bien, on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé et comment ça s'est passé pour les différents favoris de cette semaine de compétition avec ce début de course. On en avait parlé lors de la présentation, qui est extrêmement dense et une fin de semaine qui sera un petit peu plus calme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Oui, contre la montre, comme je disais, c'était pas habituel sur le Tour de la Communauté de Valence. On en avait parlé, et puis un contre-la-montre quand même assez long, contre-la-montre par équipe de 35 km, presque le plus long depuis quelques années sur les grandes courses, et puis un contre-la-montre par équipe avec des équipes qui n'étaient pas habituées non plus forcément à cet exercice, avec des coureurs qui n'étaient pas forcément également habitués à cet exercice. On le sait, un contre-la-montre par équipe, c'est toujours très particulier. On va voir comment ça s'est passé du côté des différents leaders. Je pense que voilà, comme vous l'avez compris, ça sera une vidéo assez courte, parce que vous allez voir que j'ai pas tant de choses à dire que ça. Au niveau du général, ça reste pour le moment assez serré. Allez, on regarde tout de suite, pour changer par la fin, avec des équipes qui n'avaient pas l'expérience, et puis même les îles Baléares qui n'avaient pas le matériel. Pas de vélo de contre-la-montre pour tout le monde, du côté des îles Baléares à Rabaye. Donc ça a fait forcément des énormes différences par rapport aux formations beaucoup plus habituées à cet exercice. Et à 6 minutes sur 30 km, donc ça fait 1 minute tous les 5 km à peu près. Tous les 5-6 km de pris par les coureurs de l'île Baléares. Mais encore une fois, déjà un contre-la-montre, c'est pas facile pour les équipes de Continental, parce qu'il y a une différence de matériel qui est assez nette. Mais c'est encore plus compliqué un chrono par équipe où il faut avoir une cohésion d'équipe. C'est vraiment un exercice très particulier. Alors, je sais qu'en France, en amateur, on a des courses comme ça de chrono par équipe, mais je sais pas si c'est le cas en Espagne. Et puis de toute manière, c'est quand même quand on l'a fait, c'est un exercice qui est toujours très particulier et c'est toujours très difficile. Bon, la Wagner-Bazin, là aussi, pas vraiment de surprise du côté de la Wagner-Bazin. C'est pas une équipe qui est habituée à cet exercice. C'est une équipe en plus qui est la fusion, on va dire, de la Bingo Wallonie-Bruxelles et de la Wagner-Bassin en continental. Donc en plus avec des coureurs qui peut-être ne se connaissent pas énormément, avec Loïc Vliegen, Quentin Beza, mais on savait bien que ça allait être compliqué pour cette équipe, comme Novo Nordisk. 4 minutes 18 pour un Novo Nordisk, et dommage pour Mathias Kopecky, qui n'est pas un mauvais coureur, mais bon, pas suffisamment bien accompagné pour ce type d'épreuve. Donc là, forcément, ça devient plus compliqué dans ce genre de cas. La surprise, c'est peut-être la Bardiani et la Burgos. La mauvaise surprise, c'est de les voir quand même à plus de 4, quasiment 4 minutes. Ça fait beaucoup quand même, et surtout battu par des équipes moins importantes comme la Project Action Racing et la Petrolike, du côté de l'équipe de Luca Covelli. Alors, on n'avait pas forcément de grands leaders, ça du côté de la Bardiani. Martinelli ou Fiorelli, ce sont pas des gros leaders. Du côté de la Burgos, on avait quand même José Manuel Diaz ou De La Calais qui se retrouve hors jeu quasiment d'entrée avec Okamika. Donc maintenant, l'objectif, ça va être les échapper, mais c'est vrai que ça change forcément la course du côté de ces formations, qui auraient peut-être pu prétendre à beaucoup mieux. La Bardiani, l'an dernier, ils avaient fait un super Tour de la Communauté de Valence. La Burgos aurait peut-être pu également jouer un peu plus le général. Or là, un chrono par équipe, encore une fois, des équipes qui n'ont pas l'expérience et qui se retrouvent quand même loin. Et surtout, la différence par rapport à Novo Nordisk et Wagner est pas si importante. La Burgos ne colle que 1 minute à la Wagner.
Donc c'est pas un bon chrono, c'est quand même 1 minute par tranche de 10 km, ce qui est beaucoup sur un chrono par équipe. Donc c'est pas une bonne journée. La Project Echelon Racing, oui, la Project Echelon Racing, pas habitué à cet exercice-là, mais souvent aux États-Unis, dans les équipes de Continental, on a des bons coureurs de chrono. Donc même si on n'est pas habitué à cet exercice-là, avec certains coureurs de chrono qui peuvent être un peu meilleurs, on peut réussir à s'en sortir du côté de cette formation. Et puis l'Intermarché, alors du côté de l'Intermarché, c'est presque la pire équipe pour réussir un contre-la-montre. L'Intermarché n'a jamais été performante sur les chronos par équipe. C'est déjà vraiment un exercice où ils ont toujours été mauvais. Moi, je me souviens d'une année, c'était Guillaume Martin qui avait perdu plus de 5 minutes sur le Tour de France. Et Johan Ofredo, l'année d'avant, avait perdu aussi beaucoup de temps. Le chrono par équipe, c'est vraiment un exercice peut-être le pire pour Intermarché. En plus, tu viens avec Mentis, qui est l'un des coureurs, il n'est pas bon sur le chrono Mentis. Donc ton leader, c'est Mentis. Hub Hart, il n'en a peut-être jamais fait dans sa carrière des chronos par équipe. Chez les pros, ça c'est sûr. Donc ton deuxième leader, il n'est pas habitué à cet exercice-là. Et puis ton sprinter, c'est Tyson, qui n'est pas le meilleur sur le contre-la-montre avec Adrien Petit. Quand tu regardes l'équipe, allez, il y avait Alexander Kamp qui pouvait un petit peu t'emmener des bons relais, mais c'était quand même très faible. Donc ça fait un résultat qui est pas bon du tout du côté de sa formation. Assez loin aussi du côté de la hiérarchie. Après, l'avantage, c'est que Mentis, avec 2 minutes 46, il va pouvoir prendre une échappée et pourquoi pas aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui et demain. Enfin, demain et après-demain plutôt, parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué s'il avait été, on va dire, à 10 ou 15 secondes au classement général. Or là, il y aura peut-être l'opportunité d'aller quand même marquer des points du côté d'Intermarché sur cette épreuve. Petrolite, c'est pas mal pour Caicedo. Ils sont pas très loin de Cara Rural devant Intermarché. C'est une équipe Conti. Alors certes, c'est une équipe Conti de très bon niveau, qui n'a rien à envier à certaines petites structures de deuxième division, mais quand même, il faut réussir dans cet exercice-là. Et là, ça a été bien fait par la Petrolite, donc bravo à cette équipe mexicaine. On retrouve ensuite la Cara Rural. Je dirais que la Cara Rural et la Polti sont à leur place. Alors ça fait cher pour Piganzoli du côté de la Polti de 30. Parce que là aussi on aurait peut-être voulu jouer autre chose. Mais déjà la Polti Cometa, les vélos de chrono, ce sont des Arum. C'est la marque de Contador. C'est encore des vélos qui sont en développement. C'est encore une marque qui fait du développement sur son matériel, qui a encore beaucoup de travail à faire, très clairement. C'est pas leur exercice de prédilection, le contre-la-montre. Donc là aussi, ça fait des gros écarts. C'est dommage pour Piganzoli, c'est dommage pour pour Leonardi, c'est plus pour le sprint, mais c'est surtout dommage pour Piganzoli. La Cara Rural, là on n'avait pas forcément le coureur qui pouvait faire un bon chrono aujourd'hui. Tu avais déjà Tyler Stites et Molnar qui n'étaient pas habitués. Pas d'Ivan Sosa. Aussi, contrairement à la Kern, qui est un petit peu plus haute. Donc tu n'avais pas forcément déjà cet objectif de classement général. Donc forcément, tu amènes le chrono d'une différente manière. Quand il n'y a pas d'objectif de chrono, c'est surtout l'idée de finir et pas forcément l'idée de faire un gros résultat. Et puis, Molnar, Stites, ce sont des coureurs qui viennent de Continental. Donc pas forcément beaucoup d'expérience dans cette discipline-là. Au Trouba aussi. Donc il te manquait un peu des coureurs qui sont habitués à la discipline. Euskaltel, moi je trouve que c'est vraiment bien de la part de la Euskaltel parce que on n'avait pas forcément de grands coureurs au départ, mais ils ont montré qu'il y avait une bonne cohésion d'équipe. Comment on gagne un contre-la-montre par équipe? Un contre-la-montre par équipe, c'est pas forcément 6, 7, 8 rouleurs ensemble qui font un bon contre-la-montre par équipe. Pour faire un bon contre-la-montre par équipe, il faut une bonne cohésion. Il faut se connaître. Je pense que chez Euskaltel, ils se connaissent bien du côté de cette formation. Ensuite,
ce qu'il faut savoir, c'est que sur un chrono par équipe, il ne faut pas te faire d'à-coups. Les à-coups, c'est le pire. C'est-à-dire, si vous avez un coureur qui est très bon dans le contre-la-montre, mais qui met tout le monde dans le rouge, ce qui s'est un peu passé du côté de la Movistar, c'est vraiment très compliqué ensuite. Donc, il faut avoir des coureurs qui soient de niveau homogène. C'est ça qui est intéressant sur un chrono par équipe, c'est quand vous avez des coureurs qui sont d'un niveau homogène, eh bien, ça peut faire un bon chrono parce qu'il n'y aura pas ces problèmes d'à-coups, parce que tout le monde va pouvoir être utilisé à 100% et être utilisé efficacement dans les relais. Donc on va pouvoir rester à 7 pendant très longtemps, alors que si vous avez un très bon coureur de chrono, il va vous mettre dans le rouge. Et là, c'est ce qui s'est passé du côté de la Euskaltel. Donc belle performance, que comme la Kern Pharma, mais là il y avait un objectif classement général avec Ivan Sosa. Alors forcément, vous allez me dire, il perd quand même 2 minutes 18. Les vélos de contre-la-montre de la Kern Pharma, c'est pas du niveau de d'autres formations, déjà. Deuxièmement, quand tu regardes la Kern Pharma, elle n'est pas très loin de la Q36.5 et en fait il n'y a que Israël qui a été beaucoup plus rapide dans les équipes de deuxième division. Donc s'ils prennent leur classement du côté des équipes de deuxième division, ils sont troisième, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un exercice où ils ne sont pas spécialistes du côté de la Kern Pharma. Là aussi ils ont essayé de jouer avec la cohésion d'équipe. Pour Sosa et Rosé Félix Para, mais là c'était un exercice qui était compliqué. La Alpecin, très clairement pas d'objectif de classement général dans cette équipe, on joue que le sprint, donc en fait je pense que du côté de la Alpecin on s'en est servi pour préparer le train de la fin de semaine, pas forcément avec un objectif de classement, mais plus un objectif de journée d'entraînement, de journée de préparation pour bien mettre en place le train, pour ce genre de choses, pour avoir une bonne cohésion d'équipe, mais on ne l'a pas fait forcément avec un objectif de classement, ce qui se voit un petit peu en termes de résultats. La Q36, pas grand chose à dire du côté de la Q36, on perd du temps forcément. Après, là aussi, c'est pas une équipe de première division. Ils se prennent 30 secondes par rapport à l'Israël, mais ils mettent 30 secondes à tout le monde. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour eux. Je trouve que dans leur composition, il y avait des choses intéressantes. Il y avait un sprinter, il y avait Stemle qui est un bon coureur de classique. C'est toujours bien d'avoir un bon coureur de classique. Vader est pas mauvais sur le chrono du souvenir que j'en ai. Brandbila c'est moins ça, mais t'avais de quoi faire un bon chrono. Après, là aussi, ils sont à leur place. Il n'y a pas de surprise, hein. Tu peux pas... Enfin, à part un vrai problème d'organisation, tu peux pas mentir sur un chrono par équipe. La Q36, ils sont à leur place. Ils sont derrière Israël, mais parce que dans la hiérarchie mondiale, ils sont aussi derrière Israël aujourd'hui. Ils ne sont pas au niveau de cette formation-là. Pour faire un bon chrono par équipe, il faut quand même un minimum de talent collectif. Et là, c'est ce qui a peut-être manqué du côté de la Q36, c'est un nombre de talents collectifs. Israël, ils se sont bien servis des coureurs britanniques, enfin des coureurs anglophones du côté d'Israël. En Grande-Bretagne, l'école de la piste, l'école de la poursuite, beaucoup de concurrents britanniques ont fait un peu de piste dans leur carrière. Forcément, quand tu fais la piste, tu sais manier un vélo et forcément, tu as peut-être fait un petit peu de poursuite quand tu avais 12-13 ans. La poursuite par équipe, c'est l'exercice de base qui permet de t'entraîner un contre-la-montre par équipe. Moi, je trouve que 1,20 pour Lutsenko et Blackmore, c'est pas mal. Ce sont pas forcément les favoris numéro 1. Blackmore, il vient des espoirs. Lutsenko, faut qu'il s'adapte à Israël après des années et des années chez Astana. Ils sont pas largués, ils sont bien mieux que Mentis, donc je dirais que c'est pas mal. Blackmore et Lutsenko, alors Blackmore j'avais pas vu le Tour de l'Avenir l'an dernier, donc je sais pas s'il est bon sur le chrono. Lutsenko, il arrive toujours à s'en sortir. Et puis Stewart, Vernon, c'est des mecs qui ont fait de la piste. Riley Sheehan, on sait que c'est un bon rouleur aussi. Donc ça a aidé également autour de Lutsenko et Blackmore, en sachant que cette équipe-là, de toute manière, n'aidera pas vraiment en montagne. Il faut le dire, Lutsenko et Blackmore. Donc il fallait bien que ça serve à quelque chose. La Bahreïn. Alors, si on enlève la Lidl Trek qui est au-dessus, c'est à peu près 25 secondes de perdu.
sur la Jayco Alula, donc sur Ben O'Connor. Ouais. C'est pas exceptionnel, c'est pas catastrophique, mais c'est pas exceptionnel du côté de la Bahreïn. Après, là, en termes d'effectifs, on est sur un effectif quasiment full montagne. Martinez, Bilbao, Buitrago, Jack Haig, Keplinger. Alors même si Martinez et Buitrago et Bilbao sont pas mauvais sur le chrono, hein. Bilbao a été champion d'Espagne, Buitrago on l'avait vu l'an dernier, il finit dans le top 10 du Tour de France grâce au dernier contre-la-montre. Martinez, on se souvient aussi l'an dernier, bon c'est un exercice où il est pas mauvais le contre-la-montre. Mais bah, il te manquait des rouleurs, il te manquait peut-être des coureurs pour t'aider un petit peu. Keplinger en plus, il a fait l'Alula Tour, donc le décalage horaire plus le décalage de température dans la tête, ça fait un peu mal parce qu'il s'est pris à 4 heures de décalage horaire en 3-4 jours, donc c'est sûr que ça fait un peu mal parce que samedi il était à Alula Tour, mercredi il est en Europe, donc voilà, en 4 jours il a pris un peu cher. Et puis que dire des autres, hein, Keplinger, oui, bah, ils perdent un peu de temps. C'est vrai que c'est pas top pour Martinez et Buitrago, mais ça veut dire qu'ils vont devoir être offensifs. Après 25 secondes, c'est pas rédhibitoire, hein. Il y a 2 belles étapes demain et après-demain. Tu as des opportunités d'aller chercher ces 25 secondes. C'est sûr que tu pars avec un petit handicap, mais bon, je dirais que tout le monde est assez proche, hein, aujourd'hui. Il n'y a pas de grande différence. La Lidl a fait la différence, mais encore une fois, c'est une équipe où il y avait notamment Jonathan Milan qui sait faire de la poursuite par équipe. Du côté de la Bahreïn Victorious, bah, il te manquait un coureur qui était en capacité d'emmener l'équipe un petit peu. Voilà, même si Martinez, Buitrago, Bilbao s'en sortent bien sur le chrono, mais il te manquait peut-être un peu de main-d'œuvre, quoi. Jack Haig, c'est pas l'idéal sur le chrono. Je pense que Camille Keplinger aussi, donc là ça a peut-être été un petit peu un souci. La Movistar, bah c'est plutôt pas mal quand tu vois en plus sa physionomie de course du côté de la Movistar. Castrillo, il a tiré l'équipe. Ça m'a rappelé ce qu'avait fait une année Cancellara avec les frères Schleck, où il avait fait également, c'était je crois du côté de Marseille, l'année où on part de Corse, où il y a le chrono, et en gros, où c'était l'année d'avant, où il y avait eu un chrono à Montpellier. Je ne sais plus. Mais il y a une année où Cancellara, sur le Tour de France, il fait la même. Les autres, ils essayent de suivre, mais impossible de lui prendre des relais, et puis impossible de suivre la cadence, quoi, à certains moments. Donc c'est pas évident dans ce genre de situation, parce que Castrillo avait beaucoup d'envie. Il est en grande forme, hein, pour ceux qui se demandaient, mais l'équipe derrière n'arrivait pas à suivre, quoi. C'était très compliqué pour les coureurs derrière. Et pourtant, tu avais Milesi, hein, qui n'est pas un mauvais rouleur de contre-la-montre, mais il y avait beaucoup d'envie du côté de Castrillo, mais c'est vrai que sur la dernière partie de chrono, c'est vraiment lui qui tracte l'équipe, et que derrière, on essaye de suivre comme on peut. Forcément, quand il y a des petits trous, il y a des cassures, c'est pas l'idéal. Bah lui, il fait des efforts de peut-être 30 secondes, 40 secondes, quand ses petits collègues ont fait plutôt des efforts de 10-15 secondes, parce que c'est à peu près ce qu'on prend dans un contre-la-montre par équipe, c'est des relais assez courts. Donc bah, ça fait aussi une différence, parce que le temps de récup n'était pas le même, donc forcément au bout d'un moment tu t'épuises, donc ça ralentit le rythme. Bon, après, malgré tous ces problèmes-là du côté de la Movistar, qui n'a jamais été... Enfin, c'est depuis longtemps que c'est plus une grande équipe sur les chronos par équipe, où à l'époque de la Banesto, par exemple, ils pouvaient faire des très bons chronos par équipe. Bon, on n'est plus sur la même équipe, hein, aujourd'hui. Je trouve qu'ils limitent bien la casse, quoi. Ils sont à 20 secondes de Ben O'Connor. Voilà, c'est plutôt pas mal, en gros, du côté de Movistar et du côté de Castrillo. Et je ne sais pas si ses adversaires ont regardé ce qu'il a fait. Bah alors moi, si j'étais les adversaires, j'aurais un peu peur, parce que je me dis, sacrément costaud. Ineos, bah je m'attendais à mieux de la part d'Ineos. Surtout en comparaison avec Jayco, en fait. Et en comparaison avec la Bora. Parce que la Bora, bon certes, Vlasov, c'est pas le plus mauvais en contre-la-montre, mais Jane Lay, c'est que c'est pas simple. Aleotti, c'est compliqué aussi. Alors même si tu avais du Nico Dens, c'est pas un pur rouleur de contre-la-montre.
même s'il a un petit talent. Sobrero, bon, c'est le talent du coureur, mais toute l'équipe n'était pas forcément très forte sur le contre-la-montre. Et c'est vrai que quand tu regardes UAE, quand tu regardes la Ineos, le plus mauvais sur le chrono, c'est Rodriguez, normalement. Et pourtant, ça finit loin, parce que Arensman, pas mauvais sur le chrono. Castroviejo, Foss, on est quand même sur des coureurs qui sont bons sur le chrono. Jungels, il sait faire sur le chrono. Michael Léonard, c'est lui qui a remporté, je crois, un chrono sur le Tour de l'Avenir. Donc normalement, ils savent faire. Et Ineos a une tradition du contre-la-montre par équipe. C'est toujours une équipe qui, à une époque, performait. De les voir que 5e aujourd'hui. Alors certes, ils sont qu'à 5-6 secondes de la Jayco Alula, mais on sent quand même le déclassement de cette équipe. On en avait parlé lors de la présentation de cette formation, on en a parlé quand même quelques fois. On sent la descente, un peu comme Astana. C'est la descente, je dirais pas aux enfers, mais pas loin, de la part d'Ineos, parce que avant Ineos, sur ce type de chrono-là, ils auraient fini peut-être à 20... La Lidl Trek a fait un énorme chrono, mais ils auraient fini à 20 secondes. Ils auraient quand même collé 20 secondes à tout le monde. Aujourd'hui, il ne colle pas 20 secondes à tout le monde. C'est vrai que quand tu vois la Movistar se prend que 14 secondes au final par Ineos, alors que le chrono n'est pas parfait du côté de la Movistar. C'est vrai que je me dis que c'est pas top quoi du côté d'Ineos. Et UAE, avec Almeida, McNulty, c'est vrai que je m'attendais à mieux quand même. Großschartner aussi qui s'est roulé, Sivakov s'est roulé. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus devant que ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit les Jayco qui soient en deux aujourd'hui. Moi j'avais coché un petit peu la Lidl Trek parce qu'avec Vachek, Milan, Consoni qui s'est roulé et puis avec Danuleux aussi qui savait rouler, il y avait quand même une très très grosse équipe. Je crois que Soderquist aussi est pas mauvais dans l'exercice. Alors que UAE avait aussi des talents. Et la petite surprise du jour pour moi, c'est Jayco Alula. Alors certes, Jayco Alula a toujours été bon sur les chronos par équipe. Ils en ont même gagné sur le Tour de France, mais c'est vraiment un exercice qu'ils apprécient. Là aussi, l'école australienne, la poursuite par équipe. Il y a un moment, il y a des écoles sur cet exercice-là. On sait que Ben O'Connor est pas mauvais sur le chrono, Ed Burn sait s'en sortir aussi, mais quand même, il colle 5 secondes à Ineos. C'est pas mal pour une équipe de ce standing-là, donc je trouve qu'ils s'en sont extrêmement bien sortis, même si c'est vrai que Hugh Johnson s'est roulé, Sutterling s'est roulé, mais quand même, ce ne sont pas les meilleurs rouleurs du monde non plus, mais je crois que là, c'est vraiment la cohésion d'équipe qui a très bien marché. Et puis la Lidl Trek, qui finit en première position. Alors, la difficulté, c'est que la Lidl Trek a roulé avant que les images soient véritablement en direct, donc ce qui fait qu'on n'a pas vraiment vu le chrono de cette équipe. Mais encore une fois, je les avais cochés un petit peu ce matin, parce que Milan, très bon rouleur, Consoni, il sait rouler aussi, et Milan et Consoni font de la poursuite. Vachek, Danuleux, très bon rouleur aussi, donc déjà sur les 7, t'en as 4. Gebrselassie, c'est un très bon équipier, il a de l'endurance. Edward Theuns, là aussi, coureur de classique flandrienne, donc normalement il sait quand même un petit peu rouler sur le plat. Et puis Soderquist, pas mauvais non plus dans cet exercice, donc ouais, t'avais une équipe qui était quand même extrêmement solide, donc ce qui a permis à cette formation de s'imposer aujourd'hui. Et puis on regarde, donc c'est Vachek qui a le maillot de leader, parce que c'est lui qui est passé en première position. On regarde rapidement l'étape de demain. Demain, on partira de la Nuccia pour aller à Benifato avec 2 côtes au programme, 3 côtes même, le col de Rat, le Benantel. Je vais même ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On aura le col de Rat, le Benimantel, et le font de Partegat, du côté de Benifato, avec une dernière montée à 9,5% notamment. Est-ce que j'ai le détail même des montées ? Oui, le col de Rat, il est assez connu, c'est roulant. Benimantel, vous voyez déjà, il y a un passage à 11,3%. Donc c'est pas évident. Et puis Patergat,
par Tegat, pardon, je vais y arriver. La deuxième partie de montée est vraiment très dure, avec notamment 700 derniers mètres à 12%. Et le dernier kilomètre, en gros, il est à plus de 11% de moyenne. Donc ça va être sacrément costaud. Du côté du temps demain, alors là j'ai pris à Benifato, assez peu de vent, des nuages, mais aucun risque de pluie. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs. Bon, et ben voilà, je crois que nous avons fait le tour aujourd'hui de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!